Hello, nous c'est Audrey et Johan, on développe notre premier jeu Lost in Cairo, un RPG action-aventure inspiré des jeux comme Zelda Breath of the Wild, A Short Hike et Hyper Light Drifter. Dans cette vidéo, tu verras comment on a réussi à construire le début de l'open world de notre jeu qui ressemble à ça pour l'instant en partant de zéro. En 2022, on menait une vie assez ordinaire. Fraîchement diplômés, on était chacun dans notre premier job. Trop content de rentrer enfin dans la vie active. Mais très vite, la routine s'installe et on se sent pas vraiment à notre place. Certains se reconnaîtront peut-être dans cette situation. Alors à ce moment-là, on n'a qu'une question en tête, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire de notre vie? Depuis qu'on est enfant, on est passionné par les jeux vidéo. Avec Johan, on est très différents, lui il aime les jeux de gestion et Pokémon, et moi je suis plutôt jeu de simulation de vie ou RPG d'aventure. Alors on se dit, mais ce serait pas trop cool de créer un jeu vidéo ensemble? On imagine le jeu de nos rêves et on tombe dans le piège classique des débutants. On veut faire un jeu où tu pourras tout faire. On se fixe aucune limite, comme si on avait des pouvoirs surhumains et qu'on allait faire mieux que tous les gros studios qui ont essayé avant nous. On voit les choses en grand, notre premier jeu sera un MMORPG. Tu pourras créer tes factions, tes villes, avoir un métier, il y aura de la politique et... Wow, stop! Faire un MMO à deux alors que c'est notre premier jeu, c'est un peu comme vouloir construire une fusée avec les plans d'une table Ikea. Et ouais, au bout de quelques semaines, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à faire grand chose. En plus, on t'a pas précisé un petit détail important, on n'a pas fait d'école de jeux vidéo, on sait pas coder, ni dessiner, ni faire de la 3D. Bref, on n'a rien pour nous, à part une motivation de folie et des grands rêves. On refuse d'abandonner, mais il va falloir repenser le projet. C'est là qu'on découvre des jeux indépendants créés par une seule personne ou une petite équipe de passionnés. A Short Hike, Inside, Undertale. On commence à adorer ces petits jeux qui proposent des mécaniques différentes, un style visuel original, une histoire jamais explorée. Ce qu'on adore aussi, c'est que tu peux les finir en 4-5 heures, et ça c'est vraiment génial pour ceux comme nous qui ont plus trop le temps ou l'envie de mettre 90 heures dans un gros AAA comme The Witcher. L'espoir renaît, c'est possible de faire un jeu sans être un gros studio avec une équipe de 300 personnes. Ça pourrait être ça, notre prochaine grande aventure. Donc on reprend les bases et on imagine une nouvelle histoire pour un jeu plus réalisable. T'incarnes un personnage atteint d'une mutation rare qui l'exclut de sa cité natale. Il a honte de sa différence et part dans une traversée du désert pour rencontrer ceux qui ont la capacité de le réparer. Tout au long du jeu, tu vas découvrir les capacités spéciales qu'il développera grâce à cette mutation et qui sont déclenchées par ses 4 émotions principales, peur, colère, tristesse et joie. On veut raconter une histoire mystérieuse sur les thèmes de la différence et de la quête de sens. Et cette histoire se passera dans une version post-apocalyptique de l'Égypte en 2208. Si tu veux suivre notre avancée et nous soutenir, oublie pas de liker et de t'abonner. Avant de vous parler ici, on a passé plusieurs mois à faire des tests et à apprendre. Chaque semaine, on partageait ce qu'on avait appris sur TikTok et on a fait ça pendant plus de 6 mois. Sauf qu'au bout de ces 6 mois, on s'est retrouvé face à un mur. En commençant, on espérait rapidement arriver à ce genre de résultat, mais on a vite réalisé que la difficulté était bien plus importante que ce qu'on imaginait. Alors on a fait un choix, on a arrêté de partager pendant plusieurs mois pour se concentrer sur notre apprentissage et revenir lorsqu'on serait prêt. Bon, en vrai, on a encore l'impression d'être des gros noobs, mais au bout d'un moment, faut assumer qu'on ne deviendra pas des experts en quelques mois, que c'est pas grave. Alors on va continuer à s'accrocher et à vous partager ce qu'on fait, même si c'est pas parfait. Et on espère que notre parcours pourra en inspirer certains. Revenons au dev du jeu. Pour commencer, il nous fallait un moteur de jeu. En gros, c'est la boîte à outils des développeurs de jeux. Et au début, on avait choisi Unity. Parce que les jeux qui nous ont inspirés utilisaient ce moteur et que la communauté est hyper active. Sauf que ça, c'était avant le gros tollé d'Unity. Si t'es pas au courant, ils ont fait un changement pas très malin, puis fait marche arrière et se sont mis à dos plein de studios et de développeurs de jeux. C'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, on pense que la trajectoire d'Unreal et de Godot est bien plus prometteuse que celle d'Unity. Donc après moult réflexions, on a décidé de faire le move décisif qui va rendre heureux tous ceux qui nous suppliaient d'utiliser Unreal. À notre stade de dev, le changement était relou. On a dû dire adieu à des mois de travail sur Unity et apprendre un nouveau moteur. Allez hop, un défi supplémentaire, mais on pense que ça vaudra le coup au final. Et au fait, si vous vous demandez comment on s'est séparé le travail pour développer le jeu, Johan est sur la partie technique, il doit apprendre à utiliser Unreal, le moteur de jeu qu'on a choisi, et à terme à programmer en C++. Audrey, elle est sur la partie créative, elle doit apprendre à faire de la 3D et des animations avec le logiciel Blender et à dessiner du pixel art. Elle utilisera aussi Unreal pour intégrer ses créations. Ok, donc maintenant on commence par le style du jeu. Déjà, on sait qu'on veut du pixel art, parce qu'on trouve ça cool de donner un côté rétro qui contraste avec l'époque futuriste à laquelle l'histoire se déroule. Et parce qu'on adore le look des jeux dans ce style, comme Dead Cells, Hyper Light Drifter ou Eastward. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'on veut, comment on le fait? En creusant un peu, on découvre que dans la plupart des jeux modernes avec ce style, beaucoup d'éléments sont faits en 3D. En gros, au lieu de dessiner tous les éléments à la main avec du pixel art, tu crées ta scène avec des modèles 3D qui vont être ensuite pixelisés grâce à une sorte de filtre pixel art qu'on appelle un shader. Le résultat ressemblera à un dessin, mais derrière c'est de la 3D. C'est Johan qui va s'y coller. Pour l'instant, il code pas, il fait pas mal de trucs avec le matériel éditeur d'Unreal. En gros, il branche des petites boîtes les unes avec les autres et ça fait de la magie. Abracadabra et boum. On voit rien. Attends, laisse-moi ajuster ça. Voilà, c'est mieux. Bon, là j'ai fait un simple effet mosaïque pixelisé qu'on améliorera dans les prochaines vidéos. Ensuite, on doit mettre en place la caméra pour que notre jeu soit en vue isométrique, comme les premiers Fallout par exemple.
Normalement, je devrais utiliser une caméra orthographique pour faire ça, mais celle d'Unreal n'est pas encore développée à 100%. Donc je serai bloqué pour certains effets comme les ombres et les lumières. Du coup, je vais simuler la projection orthographique avec une caméra perspective, placée ultra loin de la scène, et avec un champ de vision hyper petit, genre 15 degrés. Ensuite, l'effet le plus important pour imiter le pixel art, c'est ce qu'on appelle le toon shading. Tu sais, comme dans les derniers Zelda, avec les couleurs à plat style cartoon. On va utiliser un matériau post-process qui va appliquer le style sur tous les pixels de l'écran. Là, il n'est pas activé, et là, il est activé. Ah, et avant de te montrer la suite, on a créé une page Steam pour le jeu, si tu veux aller le wishlist, ça nous aiderait énormément. Ok, maintenant il nous faut le personnage que tu vas incarner. Et c'est là que les grosses galères commencent. Pour programmer les premières mécaniques, Yohan va avoir besoin du perso du jeu et de quelques animations de base. Alors je pourrais prendre un personnage déjà fait sur la marketplace d'Unreal, mais j'apprendrai pas grand chose en faisant ça. On veut rendre le jeu le plus vivant possible avec pas mal de PNJ et d'ennemis, et pour faire ça je vais forcément devoir apprendre à créer nos propres personnages en gardant un style cohérent, alors autant commencer maintenant. Déjà pour apprendre à faire des personnages, il faut apprendre la modélisation 3D. Spoiler, je n'ai jamais touché à un logiciel 3D de ma vie. Du coup, je télécharge Blender et je passe au moins 30 heures, oui 30 heures, à apprendre les bases. Ensuite, j'essaie de modéliser mon premier personnage. Bon, la chance que j'ai, c'est qu'avec le style qu'on a choisi, le perso va être pixelisé et on va le voir d'assez loin. Donc ça sert à rien de faire des détails de malade, de toute façon on les verra pas. Et puis on va pas se mentir, j'ai pas trop le niveau pour l'instant. Faut te dire que dans les studios, il y a des artistes dont le job est uniquement de modéliser des personnages. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise en 3 tutos. Faut que vous sachiez un truc sur Audrey. Déjà, c'est un peu une drama queen. Quand elle est saoulée, elle commence à grignoter des noisettes de façon incontrôlable. Elle invente des chansons sur les noms de logiciels et surtout, elle adore parler en anglais pour rien. Looks like it's working. Oui, enfin n'empêche que je me rendais pas compte à quel point ça allait être long et compliqué d'apprendre tout ça. C'était vraiment difficile. Est-ce que je suis une merde? Donc bref, je modélise le perso principal une première fois, mais il est absolument infâme. Une deuxième fois, mais on dirait un enfant, j'aime pas. Une troisième fois, c'est mieux, mais cette version est trop galère à animer, je vous expliquerai. Voici la dernière version pour l'instant, et voilà comment elle rend dans le jeu. Là, je te montre le résultat potable comme si ça m'avait pris 2 heures, mais tu vois pas les dizaines d'heures de galère juste pour savoir faire un perso et quelques animations. Blender qui crache, les trucs qui fonctionnent pas comme prévu juste parce que je manque d'expérience, les moments où je suis juste bloquée. Parfois, il faut vraiment du courage pour pas abandonner. Bon, pour les animations, j'ai appris les bases, mais mes animations faites à la main étaient vraiment moins bien que celles du site Mixamo de Adobe, qui sont gratuites et faites en motion cap, donc en capturant précisément les mouvements avec ce genre de capteur. Je referai les miennes à la main plus tard. Une fois que j'ai mes animations, faut les importer dans le jeu et les paramétrer sur le personnage. Sauf que j'ai fait l'erreur des débutants qui débarquent sur Unreal, je savais pas que Blender et Unreal c'était pas la même unité de mesure, donc mon perso dans le jeu avait la taille d'une fourmi. Comme il était déjà animé, j'ai dû tout refaire. Ensuite, j'avais lu qu'importer des animations dans Unreal, ça pouvait être galère. Au début, je comprenais vraiment pas comment faire, et puis un jour j'ai décoché ça, et ah d'accord, tout simplement. Oui, je sais ce que tu te dis, il y a des trucs bizarres, genre ça, mais c'est pas grave, parce que c'est pas les animations définitives, j'aurai le temps de tout améliorer. Ok, donc maintenant le perso peut respirer, marcher, courir et sauter. Maintenant on s'attaque au terrain. On regarde comment faire pour créer de la végétation. En premier, l'herbe. Un gros bordel, parce que surprise, la technique classique pour faire de l'herbe rend hyper mal avec notre style. On va devoir trouver une autre solution. Il y a un truc que je vous ai pas dit sur Yohan. Quand ça fonctionne, il est content, mais quand ça fonctionne pas, soit il se met en position pas content, soit bah il rage quitte. Et il va se promener pour revenir avec un café. Pour l'herbe, j'ai vraiment galéré. Mais au final, la solution que j'ai trouvée, c'est de créer des modèles 3D de touffes d'herbe plats dans Blender, puis d'utiliser dans Unreal une technique qui s'appelle le billboarding, et qui va forcer les brins d'herbe à rester face à la caméra. Et ensuite, on pourra les peindre sur le terrain, tout simplement. Bon, ça c'est la théorie. En réalité, passer une certaine hauteur, ça faisait ça. J'ai résolu le truc en cochant ça. Ouais, mes problèmes viennent souvent juste d'un truc à cocher ou décocher. Ensuite, comment on est arrivé à ce résultat qu'on trouve assez réussi sur le terrain? Chaque matériau a 3 teintes maximum qui changent en fonction de la lumière qu'ils reçoivent. On a ajouté une fonction pour que chaque brin d'herbe suive la couleur du terrain sur lequel il est placé. Et on a ajouté des nuages qui vont faire des ombres sur le terrain en augmentant d'une teinte plus foncée chaque zone sur laquelle il passe. Ça fonctionne pareil pour les ombres de tous les autres objets. Et on a ajouté un node qui fait bouger la végétation comme s'il y avait du vent. Ok, il nous manque encore un truc essentiel pour donner un sentiment de réalisme au monde, l'eau. C'est l'un des éléments les plus difficiles à représenter dans les jeux parce que ça peut vite être gourmand en ressources. Et comme on veut que le jeu puisse tourner sur le plus de machines possible, on a choisi de reprendre des techniques utilisées dans Super Mario Galaxy par exemple. Pour faire de l'eau, on prend une surface plane sur laquelle on combine plusieurs effets. Un premier qui fait varier la couleur de l'eau en fonction de la profondeur qui s'appelle Depth Fade. Et pour ajouter un effet cartoon, on utilise une palette de seulement 4 bleus pour donner ce résultat au lieu d'un dégradé. Ensuite, on met un deuxième effet qui va créer un contour fin au bord de l'eau, ça va vraiment contribuer à donner le style pixel art rétro.
Ensuite, j'ai ajouté un effet super important pour l'eau, le scintillement. C'est ce qui va faire ressortir ton eau et lui donner un style particulier. Pour le scintillement, comment j'ai fait? J'ai pris 2 textures de bruit aléatoires et je les ai fait défiler dans des sens opposés. Et chaque texture est composée de nuances de gris qui vont du blanc au noir. En les superposant, on garde que les pixels les plus clairs et on les applique à notre eau. Et voilà, t'arrives à un scintillement qui a l'air naturel et aléatoire. Quatrième et dernier effet, c'est la réfraction. Un truc que t'as peut-être appris en cours de physique-chimie. C'est quand les objets sous l'eau apparaissent déformés parce que la lumière se propage pas pareil dans l'eau et dans l'air. Et pour faire ça dans le jeu, c'est un peu la même méthode que pour le scintillement. On prend 2 textures qu'on fait défiler dans un sens opposé, et on ajoute ça à notre calcul de couleur de base pour donner cet effet de mouvement. Bon, c'est pas mal pour l'instant, mais j'ai encore plein d'idées pour améliorer tout ça. Pour les cascades, je galère encore un peu, je vous en reparle dans la prochaine vidéo. Et 400 cafés et 200 thés plus tard, on arrive à ce résultat. Alors ok, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est que le début, il reste encore tout à construire. On est déjà hyper fiers de ce qu'on a réussi à faire et à vous montrer dans ce premier devlog en partant de rien. Si t'as regardé la vidéo en entier, t'as compris qu'il y a des trucs qui ont l'air hyper simples à faire, mais qui prennent en fait des heures de travail acharné quand tu débutes. En plus, on n'a pas choisi la facilité avec le style graphique du jeu, mais on pense que ça peut donner un résultat incroyable au final. Il nous reste tellement de choses à te montrer dans les prochaines vidéos. On veut t'emmener au cœur du développement de Lost in Cairo pour que tu vois comment on construit un jeu brique par brique en partant de zéro et à quoi tu dois t'attendre si toi aussi tu veux développer ton premier jeu. Comme ça, on pourra t'emmener dans nos galères, nos petites victoires et tu comprendras l'ascenseur émotionnel que les créateurs vivent chaque jour pour donner vie à des expériences uniques qui te feront kiffer.